J'ai exercé le métier de maçon voilà, pendant 38 ans. Et je me suis construit un patrimoine évidemment pour ma retraite. Et nous étions en train de vendre ce patrimoine, dont une chose nous est arrivée, dont ma femme va vous... Mon mari décidait de prendre sa retraite. Ayant une petite dette, nous avons décidé de vendre une maison familiale que nous avions et qui allait nous aider donc pour la retraite. Or, il en a été tout autrement. Le président du tribunal de commerce prononçant le redressement suivi d'une liquidation à tort, car au moment où il l'a prononcé, la dette était payée, mais néanmoins, la procédure a continué, ce qui nous a mis en grosse difficulté. Mais de ce fait, nous avons interjeté appel rapidement afin que la Cour d'appel statue. Un an après, la Cour d'appel statue et annule le redressement et la liquidation, disant qu'il n'y avait pas de cessation des paiements et que cette procédure a été à tort. Mais malgré le jugement de la Cour d'appel, enfin l'arrêt plutôt de la Cour d'appel, le mandataire judiciaire a continué son œuvre comme si nous n'étions pas en redressement judiciaire. Donc cette maison vendue, c'est lui qui a récupéré le chèque. De ce fait, nous, on n'avait plus rien. Les frais se sont accumulés de tout ordre. Intérêts qui nous comptaient alors qu'il n'y en avait pas. Enfin, c'est inimaginable ce qu'il a pu faire. Nous décidons ensuite, n'ayant pas récupéré le montant de la vente, nous décidons d'engager une procédure auprès du tribunal de grande instance pour mettre le mandataire devant sa responsabilité. Mais c'était sans compter que ce tribunal a retourné l'arme contre nous, nous retrouvant nous-mêmes condamnés à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, alors que c'est nous qui étions dans notre droit. Mais ce que nous avons découvert, c'est que le président du tribunal de grande instance qui a rendu ce jugement venait de se rendre acquéreur d'un manoir entre les mains du liquidateur qui venait de liquider cette maison, ce manoir c'est-à-dire. Ce manoir vendu, un beau manoir qui a été vendu pour le prix d'une bouchée de pain. Ceci expliquant cela, voilà comment en Saumurois on règle les affaires. Et il faut savoir aussi, chose que je n'ai pas dit au début, c'est que le président du tribunal de commerce, au moment de la mise en redressement, de notre mise en redressement, était lui-même en liquidation dans une de ses sociétés sur Paris. Chose pas banale, je ne pensais pas, moi, qu'un président de tribunal de commerce, c'est quand même trop marrant, pouvait être lui-même en liquidation, alors que la loi le lui interdit. Le président du tribunal de grande instance, donc de Saumur, se retrouve muté à Papeete, alors que je pense que sa place aurait plutôt été à Cayenne. Alors mon entreprise que j'ai créée en 1979 s'est développée très rapidement dans le domaine des équipements scéniques et pour les théâtres, cinémas, centres culturels, parcs d'attractions. Et s'est développée de manière importante puisque 10 ans après, elle réalisait pratiquement 80% de son chiffre d'affaires à l'exportation et employait jusqu'à 100 personnes, quoi. Malheureusement, sur un marché en Italie, une sous-traitance avait été faite avec un fournisseur italien qui a été défaillant. À la suite de quoi j'ai dû faire appel à la justice pour faire condamner ce fournisseur, qui a été effectivement condamné. L'exéquature du jugement a été faite. Le fil du pool bancaire à ce moment-là nous a lâchés et il a fallu que je recours au service du tribunal de commerce de Bobigny à l'époque, dans les années 90. Et là j'ai été témoin de dysfonctionnements invraisemblables des mandataires en place. Et finalement, l'exéquature du jugement qui a été faite n'a pas été recouvrée et l'entreprise finira en liquidation judiciaire. Et donc j'ai été témoin des dysfonctionnements de ces gens-là
et qui perdure encore malgré toutes les mesures de sauvegarde qui sont appliquées aux entreprises. À l'origine, j'ai eu confiance puisque le président du tribunal de commerce à l'époque m'avait reçu et m'avait dit mais nous sommes là pour vous aider, vous les chefs d'entreprise, si vous avez des défaillances, on comprend qu'une entreprise peut avoir des défaillances et on est là pour vous aider. Et effectivement, on me présentera un administrateur judiciaire, un commissaire au plan, ainsi de suite. Et malheureusement, les services n'ont pas été rendus, bien au contraire, puisqu'on a terminé en liquidation judiciaire, ce qui n'aurait jamais dû être le cas. Je travaillais pour une antenne du ministère de la Défense qui touchait l'exportation d'armes. Et je me suis trouvé un jour à défendre un officier supérieur, qui a été mis en examen pour détournement de fonds publics et pour lequel je me suis constitué devant un juge d'instruction. Et c'était donc en janvier 1998, et à partir de février 1998, j'ai eu des ennuis administratifs, judiciaires, de tous ordres, fiscaux même, de tous ordres. Alors, donc mon client avait été mis en examen très rapidement pour détournement de fonds publics. Il contestait et il était innocent. Il a d'ailleurs été relaxé en première instance et relaxé en appel. Et j'ai appris bien plus tard que en fait, le but de l'action judiciaire contre lui était de le faire taire ou de le discréditer dans la mesure où il avait des informations extrêmement graves sur des assassinats à caractère politique, j'allais dire. Mais ça, je l'ai su 5 ou 6 ans après. Et donc, dans un premier temps, on m'a reproché d'appartenir à une mouvance terroriste japonaise, de la Soka Gakkai, et de faire du renseignement militaire à son profit. Et donc, j'ai perdu le ministère de la Défense comme client très rapidement. Et donc, je me suis défendu là-dessus. La sécurité militaire, la DPSD, m'avait accusé de faits qui étaient manifestement faux et j'ai pu le démontrer. Mais c'est trop tard puisque j'ai pas pu récupérer mon client. Puis ensuite, en 2001, on m'a reproché d'avoir tenté de blanchir 35 millions de dollars au moment du 11 septembre et d'avoir commis avec mes clients des infractions économiques de divers ordres, ce qui était faux. Donc j'ai fait l'objet d'une tentative d'arrestation à mon cabinet et j'ai pris la fuite. Puis je me suis présenté quelques jours après parce qu'on a essayé de m'arrêter la veille de l'audience pour mon client. Et j'ai pas fait le lien en fait entre ma tentative d'arrestation et l'audience de mon client. Et grâce à ma présence, qui a été fondamentale à l'audience évidemment, c'est le rôle d'un avocat, il a été relaxé. Et si je n'avais pas été présent, il aurait été non seulement condamné, mais il aurait été dégradé et c'était fini, il n'avait plus aucun crédit auprès de personne. En mois de juin 2002, des articles de presse m'ont présenté comme un avocat véreux et j'ai perdu toute ma clientèle informatique et économique. Et donc j'ai demandé au parquet de Marseille de revenir sur la poursuite, qui était fausse, ou bien alors de me poursuivre. Ce qui était pour moi une solution. Je ne craignais rien puisque je savais que j'étais innocent. Et puis, en étant poursuivi en correctionnel, j'avais une audience publique qui pouvait me permettre de m'expliquer auprès de mes clients qui seraient venus à l'audience. Et le parquet a refusé d'une part ma mise hors de cause et d'autre part l'audience correctionnelle. Donc je me suis retrouvé dans une situation inextricable puisque je n'avais pas de moyen d'accès judiciaire pour mettre fin à ma procédure. Et donc, j'ai exigé du parquet, par lettre commandée répétée, une lettre qui me mettait hors de cause, et j'ai reçu au bout d'un an et demi, une lettre qui me mettait en cause et que je n'ai pas pu communiquer à mes clients pour essayer de rattraper ceux qui auraient pu accepter de revenir au cabinet. Et voyant cela, j'ai déposé plainte contre les membres du parquet qui étaient à l'origine de cette lettre, devant le doyen du juge d'instruction de Marseille et qui a ouvert une information judiciaire. Et l'instruction a montré, d'une part par le témoignage d'un avocat général de la cour d'appel, que j'étais innocent et que le parquet de Marseille avait refusé de donner des informations sur ce dossier alors que ces informations revenaient au parquet général de la cour d'appel. Et puis ensuite, là, le procureur qui m'avait
écrit le courrier qui me mettait en cause, a témoigné en disant « c'est effectivement ma signature qui est sur cette lettre, mais j'ai jamais écrit cette lettre ». Moi, pour moi, Maître Sertre était innocent, et vous me présentez une lettre dans laquelle je dis qu'il était coupable, c'est pas moi qui ai fait cette lettre.